Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et je suis enchantée de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, toutes les semaines, je pars à la conquête, à la recherche de personnalités toutes différentes, toutes entreprenantes, toutes remarquables dans plein de domaines variés et c'est précisément le cas. Aujourd'hui, j'essaye à chaque fois au travers de ces parcours de vie de devenir la meilleure version de moi-même et de vous aider collectivement à le faire aussi. En l'occurrence, c'est vraiment Paris gagné aujourd'hui avec Laurent Gounel. Je dois vous dire que j'avais envie d'avoir Laurent sur le podcast depuis très longtemps. C'est l'un des auteurs les plus lus en France dans le domaine du développement personnel et personnellement, j'apprécie beaucoup ses ouvrages parce que je trouve qu'il a une manière d'amener des concepts philosophiques, souvent théoriques, d'une manière très simple mais en même temps extrêmement mémorable dans le cadre de ses histoires. Bref, je vous invite vraiment à découvrir ses livres et notamment le dernier qui s'appelle Un monde presque parfait, tout juste sorti. De quoi est-ce qu'on a parlé avec Laurent? On a d'abord parlé de liberté, un terme qui nous est cher à tous les deux. On a parlé également de connaissance de soi, le fameux connais-toi toi-même de Socrate, bien sûr. Mais on est parti dans tous les sens. On a parlé de courage, on a parlé de bonheur, on a parlé de croyance. Bref, on est allé vraiment très très large et c'est ça qui est passionnant. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à le dire à Laurent sur son compte Insta ou sur Facebook. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laurent Gounel. Laurent, je suis enchantée d'être avec vous. Je vous remercie d'être venu jusqu'à moi. C'est vraiment un plaisir, c'est un honneur et j'ai plein de questions. C'est terrible. Je ne sais pas comment on va faire. On va être censé durer 1 heure. Mais si ça vous va, j'avais envie de commencer par une citation de vous que j'ai trouvée très forte et j'adorerais vous la lire et ensuite surtout que vous m'expliquiez un petit peu plus en détail le contexte que vous avez voulu dire. On le comprend, mais vous allez voir. Une citation qui dit « Quand j'étais enfant, j'étais sûre que plus tard, j'allais être heureux. Mais avant, il fallait que je travaille pour avoir un bon diplôme et un bon métier, comme me le répétaient mes parents. Cela me semblait logique. J'ai donc été bonne élève, timide, renfermée, pas douée pour me faire des copains. On ne recevait personne à la maison. Mon enfance a été assez triste et ennuyeuse, mais j'attendais avec impatience d'arriver à plus tard. » Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est vraiment mauvais d'être bon élève? Quelle est cette histoire d'avoir été trop bon élève, quoi, finalement? Bonjour Pauline. En fait, le problème que j'évoquais est plutôt lié à l'orientation future, c'est-à-dire cette espèce d'illusion qu'on peut tous entretenir que, ok, si le présent n'est pas satisfaisant, c'est pas grave parce que l'avenir sera mieux. Alors, il n'y a pas de mal à planifier les choses à l'avenir, parce que si on planifie rien, ben, on n'a rien, on peut lancer aucun projet, notamment sur le plan professionnel. Il est nécessaire à un moment donné de planifier. Et, et c'est aussi intéressant de comprendre que le bonheur est aussi intimement lié à notre capacité à savourer l'instant présent et pas à se perdre dans le futur, dans cette espèce d'illusion. Hmm. Pourquoi? Parce qu'en fait, et moi c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est à force de me projeter dans le futur, parce que mon présent n'était pas satisfaisant, du coup en effet je partais en rêverie, j'imaginais un futur très positif, dans lequel je me réaliserais. Mais en fait, j'ai fait ça pendant tellement longtemps que le jour où, ça y est, le futur était devenu le présent, et donc j'aurais eu des raisons de m'en satisfaire, en fait, je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à planifier un autre Hmm. futur. Vous étiez éternellement insatisfait, finalement. J'étais pas éternellement insatisfait, mais éternellement dans l'incapacité de savourer le présent, Hmm. parce que tellement branché futur que, mais par exemple, moi j'ai commencé à m'épanouir quand j'ai suivi des formations passionnantes, notamment aux États-Unis dans la neurosciences, mais j'étais capable, en plein séminaire de formation, de me dire, ah, c'est tellement génial que je me réinscrirai au prochain. Et donc j'étais déjà planifié plusieurs mois, voire un an plus tard. J'étais déjà dans mon esprit, je veux dire, transporté plusieurs mois ou un an plus tard dans ce futur séminaire. Mais ça, c'est terrible, mais en même temps, alors moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast, et moi aussi, j'ai ce petit, un peu comme vous, j'ai l'impression, ce défi, qui est que j'ai du mal à être dans l'instant présent, Ah parce oui. que je suis tout le temps dans l'anticipation du coup d'après, de l'idée d'après. Enfin, c'est aussi une forme d'excitation, et je trouve que c'est aussi Oui, motivant. Mais c'est vrai que, du coup, moi, personnellement, je peux être un peu éternellement insatisfaite parce que j'ai du mal à me dire que ça y est, je suis là c'est où ça. j'ai besoin d'être, C'est quoi. ça, complètement. Alors c'est nécessaire pour un chef d'entreprise, hein, de se projeter dans le futur, parce que c'est ce qui lui permet de mettre en avant des idées, de mettre en œuvre des projets. Et il faut trouver un équilibre, en fait, Mm. quoi. À la fois, ça va se projeter dans le futur, planifier, et en même temps savourer l'instant présent, et surtout se défaire de l'illusion que le futur sera mieux. Ça, c'est Mm. vraiment une illusion. Donc il faut dire, le futur est passionnant, c'est génial, je vais lancer un projet,
et le présent est tout aussi intéressant, quoi. Vous parliez aussi d'illusion de contrôle précédemment, Oui, qui est aussi une notion, je pense, assez clé. Enfin, j'ai l'impression et là aussi, alors sans vouloir tout ramener à moi, en tant que chef d'entreprise, je peux avoir cette, ouais. cette art, hein, de vouloir d'essayer de tout contrôler, mais en fait, je Mmh. vois bien que c'est impossible, mais je pense que c'est le cas quand on est parent, enfin, dans plein de domaines. Mmh. C'est aussi quelque chose dont vous avez souffert à ce moment-là? Ah, moi, j'ai longtemps, voulu être maître de ma vie et j'avais un côté très proactif, hein. Je crois que j'ai été élevé, avec notamment un driver parental de style: «Si tu veux, tu peux». Ouais, Ce qui est très positif, hein, quelque ouais. part, en effet, parce que ça responsabilise, ça nous conduit à prendre conscience du fait que si on a un objectif dans la vie, si on désire quelque chose ou un certain état, eh bien, à nous de travailler pour l'obtenir et c'est vrai, il y a une part de vérité dedans. Mais par contre, croire que qu'on peut maîtriser complètement sa vie, c'est juste une illusion de plus, quoi. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui nous échappent. Donc notre mission et je dirais elle est double. Elle est d'une part de créer notre avenir, en effet, en s'engageant dans des projets qu'on va élaborer et par ailleurs, de faire avec ce qui se présente à nous, Mmh. puisqu'on ne contrôle pas l'extérieur, hein, bien avant Jésus-Christ, les philosophes de la Grèce antique, les stoïciens, hein, parmi eux en tout cas, les stoïciens, disaient, voilà, on ne contrôle pas l'extérieur, par contre on peut contrôler notre réaction aux événements extérieurs et ça, c'est vraiment intéressant et partant de là, on peut développer une autre philosophie de vie qui consiste à se dire: «Il y a des choses que je maîtrise en effet, ou sur lesquelles je peux agir et il y en a d'autres qui m'échappent, donc je vis dans une certaine incertitude et je peux prendre plaisir à cette incertitude. Parce Mmh. que finalement, si on parvenait à tout maîtriser dans la vie, peut-être que l'existence serait un petit peu triste, serait un petit peu Le morne. plaisir dans l'incertitude, ça c'est assez fort. C'est Mmh. assez fort, je l'avais pas en tête et je dois dire que je pense que je n'y suis pas du tout. Mais je peux imaginer qu'en fait ça a un côté, presque, libérateur de se dire que, bah, cette incertitude elle peut nous emmener quelque part, Oui, qu'on n'avait pas prévu oui. et Alors moi, il m'a fallu personnellement beaucoup de temps dans ma vie avant d'apprendre à apprécier l'incertitude. mmh, Et en fait, quel a été le déclencheur qui a rendu ça possible? Eh bien, c'est de réaliser que certains événements que j'avais rapidement, étiquetés comme étant négatifs, mmh. que j'avais traversés, que j'avais vécu, en fait, avec le recul, mais parfois un recul de 5 ou 10 ans, je me rendais compte qu'ils n'étaient pas si négatifs que ça, voire même que c'était des cadeaux de l'existence. Vous auriez un exemple, qui vous Oui, vient tout à à fait. l'esprit? Moi, j'ai vécu un échec professionnel, même plusieurs échecs professionnels cuisants quand j'étais très jeune. Moi, j'ai aujourd'hui 57 ans, mais à 23 ans, je me suis retrouvé jeune cadre financier après mes études, avec un très gros salaire, mais j'aimais pas mon métier. J'aimais Et vous pas le mon saviez? métier. Ah, je m'en Courant? suis rendu compte au bout de quelques semaines, Ah hein. ouais. Et là, je me suis dit: «Mon Dieu, j'ai fait toutes mes études dans le domaine financier, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Puis comme j'ai jamais été doué pour me forcer à faire ce que j'aimais pas, j'étais pas très bon honnêtement. Je me suis assez vite retrouvé, licencié au chômage, donc ça a été compliqué, c'était douloureux aussi, hein, quand même Ah bah honnêtement. oui. Je me sentais humilié d'abord, je l'ai même au début caché un peu à ma famille, mes amis, et puis j'ai essayé de monter une entreprise. On a fait une entreprise qui a planté, enfin qui a pas décollé plutôt, ce qui revient un peu au même. Donc nouvel échec, donc j'ai cumulé les échecs. Et donc dans l'instant, inutile de vous dire que j'étais très malheureux et que je vivais ça vraiment comme un coup dur. Donc j'avais vraiment étiqueté ça comme un coup dur, événement négatif, et je le voyais très 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 négativement. Mais pourtant, il a fallu, au moins 10 ans avant de me dire: «Ces échecs étaient l'une des meilleures choses qui me soit arrivées dans la vie, quoi». Pourquoi? Parce que, l'échec a une fonction, je pense, qui est de nous forcer à nous connaître. C'est-à-dire on peut se laisser embarquer sur des rails, surtout quand on a fait des études, dans un certain domaine, finalement on se retrouve en effet sur un chemin un peu tracé justement, tout Mmh. tracé, et puis si, par, chance ça se passe plutôt bien, on trouve vite un confort de vie, notamment sur le plan matériel, sur le plan financier, qui peut nous encourager à continuer et du coup ne pas se poser de questions. Totalement. Et ça conduit droit en général vers la crise de la cinquantaine, où là les gens d'un seul coup remettent tout en question. Ils se disent: «Mais finalement, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'aime ce métier? Puis quel sens ça a?» Puis ils ont tendance à tout rejeter. Donc en général, c'est assez douloureux, ça peut même bouleverser un équilibre conjugal, Mmh. donc c'est assez violent. Tandis que si on a la chance, comme moi, de d'expérimenter l'échec à Vous avez 28 fait ans, votre crise de la cinquantaine à 28 ans. mais voilà, c'est ça exactement et c'était précieux. Mais l'échec a Mmh. cette fonction en fait de nous obliger à un moment donné au pied du mur à se dire: «Mais qu'est-ce qu'on a en nous? Qu'est-ce qu'on a dans le Mmh. ventre? Qu'est-ce qu'on veut? Quelles sont nos envies véritables?»
où est notre place, quoi. Et finalement, l'échec nous offre la possibilité de nous réinventer. Et c'est en cela que l'incertitude est positive dans la vie, parce que justement, l'incertitude va nous conduire de temps en temps face à des difficultés, voire des échecs, et nous offre ces opportunités. Et sans ça, en fait, la vie serait beaucoup moins intéressante, quoi. Beaucoup moins intéressante. Et est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes qui typiquement ont vécu des échecs, cuisants, humiliants, difficiles à Mmh. titre personnel ou Oui, professionnel? Pour, avoir ce recul parce que sur le coup, c'est tellement dur, on est tellement pris dans un tourbillon émotionnel, moi aussi j'en ai vécu oui. et c'est difficile donc d'avoir ce recul, même si on vous écoute et qu'on sait que vous avez raison. Sur le coup, comment réussir et je ne sais pas si c'est d'ailleurs souhaitable, à moins mal le vivre Mmh. finalement? Eh bien, bah, c'est le philosophe Charles Pépin qui a une jolie réponse par rapport à ça. Il dit: «Ce n'est pas parce qu'on a raté quelque chose qu'on est un raté», quoi. Mmh, Donc ne pas le prendre au niveau identitaire. Il ouais. faut vraiment faire une distinction entre nos actes, nos comportements, nos actions, nos résultats et qui nous sommes. Et ça, moi, c'est une chose aussi que l'échec m'a permis de découvrir. C'est je pense qu'à une certaine époque, quand j'étais jeune, je m'identifiais à mes résultats. Donc à la fois, c'était motivant, c'est ce qui me poussait à réussir mes études d'abord, et ensuite à m'investir, professionnellement. Mais quand j'ai tout perdu, parce que je me suis retrouvé au chômage et que j'ai planté ma boîte, bah, j'ai réalisé un jour une chose, de fondamentale. J'ai réalisé que mes amis m'aimaient toujours et ma famille aussi, et ça a été libérateur. C'est-à-dire j'ai compris ce jour-là qu'en fait, les gens ne m'aimaient pas pour mes réussites, ils ne m'aimaient Mmh. pas pour ce que je faisais, pour mes actions, ils m'aimaient pour autre chose, sans doute pour qui j'étais, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis senti libre de faire ce que je voulais dans la vie, et comme par hasard d'ailleurs, j'ai su ce que je voulais faire à ce moment-là. Ah oui, c'est arrivé comment? Ah bah, c'est arrivé mais vraiment, je me souviens du lien entre cette prise de conscience, on m'aime pas pour ce que je fais, et du fait que j'avais envie, ben, en l'occurrence, de travailler sur l'humain, ce qui était vraiment très très éloigné du monde de la Ça finance. c'est clair. Et donc, je suis retourné sur les bancs de la fac, me former en psychologie, alors c'est beaucoup aux États-Unis, puisqu'à l'époque, en France, on n'étudiait que la psychanalyse. Ça m'intéressait intellectuellement, mais je savais que j'en ferais rien. Et donc aux États-Unis, côte ouest, où c'était l'explosion des Mmh. neurosciences, mais c'est vraiment cette prise de conscience qu'on m'aimait pas pour ce que je faisais qui m'a permis de savoir ce que je voulais faire. Et j'ai l'impression dans ce que vous dites, un autre point intéressant, c'est que c'est presque cet échec qui vous a donné aussi le courage de faire quelque chose d'aussi différent, qui était ce qui vous correspondait, à savoir, le travail sur soi. Parce que si vous aviez été dans cette route un peu toute tracée et cetera, vous auriez eu trop de choses à perdre, vous auriez eu le regard des autres. Alors que là, finalement, bah, entre guillemets, vous étiez déjà, au sol, à terre C'est et clair. donc bon, à ce stade, bah, on a le courage parce qu'on n'a plus rien à perdre, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça m'a demandé moins de Mmh. courage à l'époque de changer de voie que ça demanderait à quelqu'un de 40 Mmh. ans, qui déciderait qu'il n'est pas à sa place, quoi. Et où en effet, il a des charges que je n'avais pas à l'époque, une famille à nourrir peut-être, peut-être un remboursement d'emprunt ou des loyers à payer, donc c'est beaucoup plus difficile. Ça Mmh. demande en effet plus de courage, quoi. Mais mon expérience, vous savez, c'est que quand on est à sa place, les choses viennent, assez facilement. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas travailler, hein, tout a un prix dans la vie, quoi. Mais ça veut dire qu'on ne doit pas lutter, vous voyez la différence? Et avant, moi, je devais lutter quand j'étais pas à ma place, quand j'essayais de lancer des projets, et à partir du moment où vraiment je faisais quelque chose qui correspondait à mes valeurs, mes aspirations profondes, j'ai même ça me peut sembler bizarre de dire ça, mais quand après j'ai créé une petite société dans le domaine du consulting, et les clients me tombaient du ciel, quoi, mais vraiment, quoi. J'ai pas souvenir d'avoir fait de la prospection. J'étais que du Mmh. bouche à oreille, parfois des rencontres inopinées, presque le hasard, quoi, comme si les planètes étaient alignées et que j'étais tellement à ma place que c'était facile. C'est un excellent conseil. Je pense qu'il est vrai, mais on Mmh. l'oublie et je vais vous dire, je pense que dans le business, c'est tout à fait la même chose. Je pense, ouais. Ouais Je pense vraiment. et alors vous décidez donc de vous intéresser, enfin vous décidez, vous suivez votre cœur plutôt finalement de suivre Mmh. cette voie, sur le travail de l'introspection et notamment via les neurosciences Oui. aux États-Unis Mmh mh. et puis après ça, vous décidez de vous plonger alors j'aimerais bien comprendre justement le processus et le cheminement, Mmh. intellectuel et émotionnel dans l'écriture, qui est Oui. encore alors une exploration intérieure, mais d'une manière différente. Mmh. Qu'est-ce qui a suscité cette décision? Ah, c'était 15 ans plus tard. Ouais, Donc j'ai exercé le métier de consultant avec passion pendant 15 ans. J'ai développé ma petite entreprise, c'est resté très petit, hein. On était 5 seulement, bon, c'est déjà pas mal. mais j'étais vraiment très épanoui dans ce métier, et il se trouve qu'en parallèle, en fait, je continuais de me former parce que j'avais vraiment une passion pour apprendre, et je l'ai toujours d'ailleurs, et comme je travaillais peu, puisqu'en tant que consultant, je travaillais 2-3 jours par semaine,
et puis je gagnais bien ma vie, donc en fait, je réinvestissais tout ce que je gagnais dans des voyages pour me former, pour les rencontrer, des stages. C'est une époque où je me cherchais des mentors quelque part aussi, et donc j'ai énormément reçu pendant ces 15 années de tous ces enseignants, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, et à un moment donné, je me suis dit: «Mais moi, j'ai la chance d'entreprendre cette démarche et de recevoir tout ça, Mmh. mais la connaissance n'appartient à personne, il faut partager». Donc c'est ça qui m'a conduit à prendre la plume, là, c'est vraiment la volonté de partager auprès du plus grand nombre, des choses que j'avais reçues et qui ne m'appartenaient pas. Et là aussi, ça a été «facile» entre guillemets, c'est-à-dire Oui. que vous avez senti qu'il y a eu un élan, vous étiez alignés quoi, encore une fois? Oui, oui, tout à fait. C'est la seule chose, c'est que je voulais écrire sous la forme de roman. Pourquoi? Parce que j'aime quand les idées s'incarnent, dans la réalité, dans du concret, quoi. C'est peut-être mon passé de consultant, «petit chef d'entreprise» entre guillemets, qui me poussait à ça. J'aime les idées, dans l'absolu, mais j'aime quand on peut en faire quelque chose, et moi, ce que je voulais, c'est que les gens puissent en faire quelque chose dans leur vie, quoi. Et en écrivant sous forme de roman, en fait, ça me permettait d'incarner les idées dans des personnages Mmh. qui étaient confrontés à des situations qui pouvaient être des situations rencontrées par les gens dans leur vie. Donc il y avait un apprentissage métaphorique, il y a une projection, une identification, hein. Et puis au-delà de ça, je Mais trouve qu'il y a une mémorisation qui n'a rien à voir pour, mmh, avoir lu aussi beaucoup de livres de développement personnel mmh, qui peuvent avoir des idées intéressantes. bien sûr. Quand ça reste trop théorique, franchement, enfin moi personnellement, ça me rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Alors que Mmh. tout ce que vous avez fait, c'est éminemment, concret justement parce qu'il y a une histoire et cette histoire, elle vous emmène, on s'en rappelle. Enfin, je trouve que c'est très puissant justement Ouais. comme outil de diffusion. Bah, moi, j'étais beaucoup influencé par un psychiatre américain que j'ai malheureusement jamais pu rencontrer puisqu'il est mort en 1980. C'est Milton Erickson. Milton Erickson, qui à un moment donné, comme ça, s'est fait une réputation parce que, il était capable de résoudre les problèmes de ses patients en l'espace d'une ou 2 séances. C'est pas celui qui a entre guillemets «inventé» l'hypnose? Oui, Enfin, oui, c'est ça, tout à hein? fait, l'hypnose qui porte son nom, Ouais, l'hypnose ericksonienne. ouais. Mais en fait, il est connu pour l'hypnose, et en fait, c'est pas ce qui est le plus intéressant dans Bah, sa ouais. démarche, moi je trouve. On a retenu ça aussi, un côté magique dans l'hypnose, mais en fait, c'est assez secondaire. Ce qui est très intéressant, c'est ce que faisait, Milton Erickson quand ses patients étaient en effet sous hypnose, et en l'occurrence, il leur racontait des histoires. C'est fou. Oui, et il créait sur mesure des histoires dans l'instant comme ça, qui permettaient de résoudre le problème des patients. Donc des histoires avec des personnages, et les gens, enfin, en écoutant l'histoire, se projetaient Mmh. dans l'histoire, dans le personnage, et puis ils apprenaient ce que le personnage apprenait. Donc il crée un isomorphisme, c'est-à-dire en fait il crée une situation qui était à la fois très différente sur le fond, mais tout à fait similaire sur la structure du problème, de manière à ce que la personne puisse, se projeter et apprendre sans faire un lien direct, conscient avec Mmh. son propre problème, Oui, en ce fait. qui j'imagine en plus enlève toutes les histoires d'ego et cetera. Oui, et toute résistance, Ouais, tout à fait, de la psyché, quoi. hyper intéressant. Donc ça m'a fasciné, donc j'ai lu plein de bouquins sur Milton Erickson pour comprendre comment il faisait pour créer ces histoires, et je m'en suis évidemment inspiré. C'était ma première source d'inspiration quand j'ai voulu écrire des romans. Est-ce que l'écriture a été un plaisir pour vous? Est-ce que écrire a été, vous êtes plutôt du type écrivain, qui a dû accoucher, vous savez, comme on a cette image un peu de l'écrivain maudit qui, est obligé vraiment, mais à force de travail pendant des heures et de vraiment mais s'arracher, on va dire, chaque mot? Ou est-ce qu'au contraire, ça a été un processus presque libératoire et très fluide pour vous? Alors, fluide, facile et de plaisir, oui. Libératoire, non, parce que l'écriture n'est pas Mmh. thérapeutique pour moi. J'écris pour les autres, j'écris pas pour moi. Alors ceci étant dit, cela étant dit, il y a des moments quand même où je dois chercher, des mots, ou chercher Mmh. une scène pour faire passer une idée, et où je rame, quoi. Mais ça, c'est normal dans tout métier, il y a des moments difficiles, et une fois de plus, il faut travailler. On n'a rien sans rien. Donc pour moi, c'est quand même du travail. Écrire un roman, c'est 2 ans de travail en moyenne, mais ça se fait dans le plaisir, quoi. Vous avez été étonné par le succès du premier roman? Alors là, je vais vous sembler, soit très prétentieux, Non, mais soit soyez honnête, naïf. soyez honnête. Bah, la vérité, c'est que j'étais naïf, je connaissais pas du tout le monde de l'édition. Si on m'avait dit: «Écoute, le jour où tu vas publier, L'homme qui voulait être heureux, il y aura 65 000, livres publiés cette année en France, donc ton livre sera un parmi 65 000, et en plus tu es un parfait inconnu, Ouais. donc ne rêve pas». Je pense que je me serais mis, des bâtons dans les roues, je me serais freiné au moins psychologiquement. Mais comme je ne connaissais absolument rien au monde de l'édition, et que j'étais totalement sincère, dans ma démarche d'écrire pour les autres, ça me semblait en fait naturel que le livre trouve ses lecteurs.
Donc en fait, j'étais pas surpris du tout par le succès, mais je n'employais pas ce terme. Je Mmh. raisonnais pas en termes de succès. Pour moi, c'était important que le livre, trouve ses lecteurs, puisse se diffuser auprès du plus grand nombre possible de personnes. Donc quand ça a été le cas, j'ai trouvé ça naturel. Un thème, j'ai l'impression qui est essentiel à votre écriture, c'est la liberté et alors là, en l'occurrence, en la liberté aussi face à la technologie, c'est un point que vous abordez dans votre, nouveau roman Un monde presque parfait aux éditions Mazarine et je voulais vous demander pourquoi est-ce que la liberté, c'est un thème aussi important pour vous? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui, vous parle sur ce sujet? Je pense que alors déjà, je pense que c'est une valeur personnelle très profonde et pour quelle raison, je l'ignore. Mais au-delà de ça, je suis absolument convaincu que c'est quelque chose d'essentiel à tout être humain. Et je dirais même à tout être vivant. Vous prenez un éléphant en Afrique, il est confronté à la famine, il y a beaucoup de sécheresse, hein, depuis quelques années notamment, donc ils ont parfois du mal à se nourrir, les éléphants. Ils sont aussi évidemment, confrontés aux microbes, aux virus, ils se chopent des maladies, ils sont confrontés au braconnage, et ils vivent en moyenne, les éléphants d'Afrique, 56 ans. Maintenant, vous prenez des éléphants, vous les mettez dans un zoo en Afrique, donc ils ne sont pas dépaysés, hein, même climat. Vous leur apportez une nourriture parfaitement équilibrée, vraiment qui répond à leurs besoins nutritionnels. Vous les vaccinez contre la plupart des virus, Paradoxalement, vous occupez plus que ce qu'ils ont dans la nature, oui, c'est ça? voilà, vraiment, vous les bichonnez, Ouais, et puis bien sûr, vous les mettez à l'abri, du braconnage, et bien, ils vont vivre 17 ans, 3 fois moins. c'est fou La seule différence, c'est l'absence de liberté. et alors comment ça s'explique? Ah, c'est une bonne question. C'est Écoutez, fou. j'ai pas de réponse. Je crois que dans la Bible, il est écrit que Dieu a voulu, l'homme libre. Je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense en tout cas que la liberté est un élément essentiel à notre humanité. Et alors donc la fameuse question, qui n'appelle sans doute pas une réponse simple, mais, est-ce que nous sommes vraiment libres? Est-ce que nous sommes en tant qu'êtres humains réellement libres? Mmh. Alors, je pense que nous sommes libres, mais en fait, tout dépend de la définition de la liberté. Nous sommes libres. Maintenant, je pense que l'être humain a du mal à exercer sa liberté et il a tendance un peu facilement à l'abandonner. On s'en rend compte dans un certain nombre de domaines. On s'en rend compte notamment dans la prise de décision, qui est le terme de Mmh. mon dernier livre, vous savez, Un monde presque parfait, où je fais le constat en fait que beaucoup de gens, tendent à abandonner leur pouvoir de décision au profit, d'applis, qui vont décider à leur place, de leur itinéraire sur la route ou du petit resto qu'ils vont faire à midi. Parallèlement à ça, la société décide de plus en plus pour nous. Il y a des normes ISO dans les entreprises, il y a des normes gouvernementales, il y a des directives européennes, hein. Un un agriculteur n'a plus le droit de décider du Mmh. moment où il va effectuer ses semis. Oui, il y a une norme européenne là-dessus, il ne peut pas décider de la hauteur du tas de fumier, il y a une norme européenne dessus, quoi. Donc c'est un peu infernal. Alors ça peut partir de bonnes intentions, oui, mais je pense que c'est important de se réapproprier notre pouvoir de décision qui, un peu comme la liberté, c'est très lié, hein, une fois de plus, est essentiel à notre humanité. Donc il y a cet abandon qui est un abandon de liberté. On voit aussi dans d'autres domaines, par exemple, les gens ont besoin de sécurité, ce qui est normal, hein. Si vous connaissez la pyramide des besoins du philosophe Abraham Maslow, les besoins de sécurité, c'est vraiment tout en bas de la pyramide, hein, juste au-dessus des besoins physiologiques. Donc c'est un besoin essentiel à l'être humain. Mais pour avoir plus de sécurité, finalement, on abandonne assez vite et un peu trop vite à mon goût, notre liberté, quoi. Et je suis désolée, je vous ai totalement interrompu, je Je suis vous en navrée, prie. mais, pour comprendre, vous pensez que la raison fondamentale pour laquelle on abandonne ce besoin de liberté, j'y suis particulièrement sensible en tant Mmh. qu'entrepreneur, c'est une valeur qui me parle énormément, c'est pour Bah, ça aussi que je j'imagine, voulais ouais. vous Mmh. poser cette question. Au profit de la tranquillité, au profit d'un Mmh. certain confort, vous pensez que l'ennemi numéro un, d'une certaine manière, de la liberté, c'est ce confort, cette, quiétude, cette facilité? Parce que prendre des décisions, c'est pas tous les jours facile, c'est du Oui, travail, c'est fatigant aussi. oui, oui, et en effet, on peut tous aspirer à une vie, confortable. Même moi, hein, j'ai envie de Mmh. confort dans ma vie, et en même temps, le confort est un peu engourdissant parfois et surtout, peut conduire à renoncer à une certaine liberté. On le parlait tout à l'heure dans la relation à l'incertitude, par exemple, on peut le parler dans la relation à la sécurité. J'ai envie de sécurité comme tout le monde. Maintenant, est-ce une bonne idée d'abandonner un peu vite ma liberté, Mmh. pour plus de sécurité? Il faut trouver sans doute un équilibre et ça, on ne peut le faire que si on est conscient de ce qui est en train de se passer, si on est conscient justement d'à quel point on préserve ou on abandonne notre liberté.
Et en effet, je pense que le sujet de la conscience, il est essentiel parce que Mmh. malheureusement, on est nous-mêmes peu conscients qu'on a arrêté, enfin qu'on a renoncé à Mmh. plein de décisions ou à plein de libertés. Enfin, l'exemple des réseaux sociaux, Ouais. on est un exemple flagrant, mais pas que. En fait, toutes ces micro-décisions finalement qu'on ne prend plus parce qu'on se laisse porter Oui, tout à fait, tout et à qui est fait. un petit peu anxiogène quand on y pense. Et qui est un peu anxiogène, tout à fait, parce qu'on sait que voilà, les réseaux sociaux, enfin les géants du Mmh, web, collectent énormément de données sur nous et pas seulement parce que ce serait un moindre mmh. mal pour nous proposer des publicités ciblées. C'est là maintenant ils ambitionnent, ils le font déjà de piloter nos comportements de par la connaissance qu'ils ont de notre fonctionnement interne, de nos goûts, de ce qui déclenche en nous des émotions, quoi. Mais pourtant, dans votre livre, vous terminez avec quand même, je trouve, un message d'espoir, Mmh. qui n'est pas uniquement, de dire que c'est terrible, catastrophique, il y a de l'IA partout, la technologie et qu'en tout cas on n'a plus le choix et qu'on est condamné, quoi. Non, bien sûr, non, 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 complètement. Mais l'espoir passe justement par la prise de conscience. Mmh. C'est-à-dire si on ferme les yeux, qu'on se met la tête dans le sable, je pense qu'on va vers un avenir qui ne sera pas tout rose, quoi. Tandis que si on a conscience, non seulement de l'évolution de la société, mais aussi de ce qui se passe en nous, à ce moment-là, chacun peut se réapproprier sa vie, quoi. Et c'est bien le but. Mais vous me posiez une question sur la liberté tout à l'heure. Il y a encore une autre dimension par rapport à la liberté, et là, on n'a pas de réponse toute faite, c'est par rapport à l'avenir. La question, c'est est-ce qu'on est totalement libre de nos choix? Est-ce qu'on maîtrise notre vie, une fois de plus? Ou est-ce qu'il y a il y a des choses qui existent déjà, qui sont déjà écrites d'une certaine façon? Mmh. Il y a certains physiciens, notamment les physiciens quantiques, qui voient l'avenir comme un ensemble de potentialités. Et certains pensent que la projection, humaine, hein, d'une conscience humaine sur l'une de ces potentialités tend à la cristalliser. Ce qui voudrait dire que l'homme pourrait, il faut vraiment prendre du conditionnel, hein, pourrait être créateur ou co-créateur de son avenir, quoi. D'où l'intérêt, une fois de plus, d'être confiant, et je pense que les chefs d'entreprise, puisque je sais que vous avez, parmi vos auditeurs un public assez large de chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise sont de grands créateurs de l'avenir, quoi, justement, quoi. Ce sont des gens qui ont des projets, qui se projettent dans l'avenir, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et sans doute qu'ils projettent leur conscience sur une potentialité et contribuent du coup à Mmh. la rendre, réalité, hein. C'est intéressant comme notion. Mmh. Vous croyez à cette idée vous-même? Elle me séduit, elle me séduit, mon hésitation est plutôt sur, est-ce que chacun est vraiment créateur d'un avenir de par une projection, mentale quelque part, une projection de sa conscience? Ou est-ce que c'est juste un visionnaire de l'avenir? Puisque je sais, j'ai appris que nous étions tous doués d'intuition. L'intuition, c'est la capacité, à accéder de façon directe et immédiate à une vérité, à une information, et mais y compris à une information future. Donc on sait aujourd'hui, c'est démontré scientifiquement, on peut capter des éléments du futur, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont écrits, qu'on ne sait pas en fait. Est-ce qu'on capte une potentialité et le fait de la capter fait qu'on projette notre Mmh. conscience dessus et elle va se réaliser? Ou est-ce qu'on capte un élément qui est écrit en effet et c'est juste de l'intuition, quoi? Alors ça tombe très bien que vous parliez d'intuition parce que je voulais vous en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui se disent: «Non mais l'intuition, en tout cas, c'est complètement pipeau, ça n'existe pas, c'est un fantasme» et cetera et vous avez, dit qu'en fait, c'était scientifiquement prouvé que Oui, l'intuition existe et oui, oui, que tout à donc fait. elle C'est peut être facile, hein, écoutée. à prouver. Typiquement, là, vous me donniez cet exemple de l'intuition peut nous permettre de peut-être visualiser un avenir parce qu'on a capté un détail, qui, ben, finalement, est un lien vers cet avenir. Est-ce que vous auriez un exemple? Est-ce que Mmh. vous pourriez m'en parler un petit peu plus, me parler justement de votre, goût aussi pour l'intuition et puis au-delà du goût, en fait, essayer non pas de convaincre parce que c'est pas le but du podcast, mais d'expliquer en quoi l'intuition est quelque chose de réel? D'accord. Bon alors en effet, c'est démontré scientifiquement, c'est facile, c'est-à-dire on a tous la capacité en nous de capter des informations sur quelque chose qui n'est pas directement accessible par nos 5 sens. Y compris, décrire un objet caché dans la pièce à côté, hein. Ça semble dingue. Moi, je n'y aurais pas cru il y a encore 8 ans. J'ai de culture scientifique, hein, quand même, mais pour l'avoir expérimenté moi-même, et m'être formé à une méthode qui permet d'accéder sur commande à ses intuitions, qui s'appelle le remote viewing, qui a été développé aux Mais alors, je suis désolée États-Unis. de vous interrompre, je suis obligée de vous demander là, racontez-moi comment ça se passe, c'est incroyable cette histoire. OK. Bon, alors il va me falloir un peu de temps. Ça est Désolée, mais apparu là, je suis obligée. c'est apparu dans les années 70 aux États-Unis. On est à l'université de Stanford. Il y a un scientifique du nom de Harold Puthoff à qui on présente un artiste nommé Ingo Swann et on lui Mmh. dit: «Ce gars-là est précisément capable de décrire un objet que tu lui caches dans la pièce à côté». Évidemment, notre scientifique n'en croit pas un mot. Bien sûr. On lui fait une démonstration et ça marche.
il reste très dubitatif, il demande à reproduire l'expérience et cette fois-ci, c'est lui qui contrôle tout. Il choisit la pièce, il choisit, l'objet bien sûr et cetera mais ça fonctionne toujours, quoi. Donc là, il se dit: «Mais c'est vraiment un truc étonnant, ce gars-là a une capacité, intéressante. Je veux, faire des recherches dessus. Je veux lancer un programme de recherche, je veux comprendre comment il fait. Je veux créer un modèle pour moi-même m'approprier cette capacité et former d'autres personnes». Sauf qu'on est à Stanford, université prestigieuse, de Californie, dans le milieu académique, on n'aime pas trop le paranormal, ça se Mmh. comprend, quoi. Du coup, il a quand même du mal à réunir un budget. Il y parvient tant bien que mal, il lance un programme de recherche. Au bout d'un an, faut à nouveau, renouveler le budget, il rame comme un fou et puis finalement, il arrive à une première publication scientifique, intéressante sur le sujet et là, très rapidement, il y a 2 hommes en costume sombre avec des cravates, sombres également qui viennent le voir, dans le labo, qui arborent des badges, de la CIA et qui lui disent: «Écoutez, on s'intéresse à vos recherches et on vous propose de les poursuivre, dans le cadre de la Elle est CIA». incroyable cette histoire. Ouais, ouais, on se croirait dans un film Ouais, d'Hollywood et c'est c'est vraiment fou. comme ça que ça s'est passé, quoi et comme ils lui disent, «Et à ce moment-là, on vous finance vos recherches», c'était le mot magique, hein, lui qui ramait tous les ans, du coup, il accepte. Mmh. Et là, les agents lui disent: «Bon, petite précision, maintenant c'est classé secret défense, donc plus un mot à personne, même pas à votre famille». Et puis d'ailleurs, on déménage, le laboratoire, on vous installe, à Fort Meade, c'est un terrain militaire, qui est basé, à peu près à 3/4 d'heure au nord-est de Washington. Ils mettent à sa disposition des équipes constituées de militaires, donc des gens qui sont repérés parce qu'ils sont plus en contact, qui ont plus facilement accès à leurs intuitions, naturellement, avant même qu'on les forme. Et puis, dans le plus grand secret, le Congrès américain va voter chaque année un budget de plusieurs millions de dollars qui va être attribué à ce projet et ça va être renouvelé tous les ans pendant, tenez-vous bien, 25 ans. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, quoi et en fait, à l'époque, les espions américains en URSS, hein, c'était le temps de la guerre froide, savaient que les Russes menaient de tels, programmes de recherche. Donc ils se sont dit: «Bah, c'est peut-être des bêtises, mais en même temps, si ça marche, on ne peut pas se laisser distancer». Donc Mmh. c'est pour ça qu'ils ont financé Harold Puthoff, quoi. Donc ce programme a porté un nom qui fait pas très sérieux, ça s'appelle Stargate, mais c'était évidemment avant la série, ça n'a aucun rapport, quoi. Ça s'appelait vraiment Stargate, quoi. Ça a duré 25 ans et ils ont mis au point donc une méthode qui s'appelle le remote viewing, donc littéralement, la visualisation à distance. Donc il y a un protocole qui permet en fait de faire remonter à notre conscience, les intuitions qui se manifestent dans le corps. Parce que beaucoup de gens pensent que l'intuition, en tout cas pour ceux qui y croient, l'intuition se passe dans la tête et en fait pas du tout. C'est dans le corps sous forme de micro-mouvements. Moi par exemple, c'est dans le ventre que ça se passe, pour d'autres ça va être dans les mains et donc la méthode vise à faire, remonter ça à la conscience. Bon, c'est très long, hein, je vais pas vous décrire la Non, non, méthode, bien sûr. le protocole fait au moins 3/4 d'heure pour rien que pour la première phase, donc c'est assez long à mettre en œuvre. Et qui vous permet d'avoir comme une vision de ce qu'il y a, dans une salle, contiguë, quoi? Par exemple, ouais, donc on peut capter les informations visuelles, auditives, olfactives, on peut capter des émotions, donc des éléments essentiellement sensoriels. Mmh. Donc on ne sait jamais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on cherche, que ce soit un objet, un lieu mystère, un événement, mais on sait comment c'est, quoi. Et donc après coup, on peut rassembler les informations et interpréter pour essayer de savoir de quoi il s'agit, quoi. Et ça fonctionne très bien, hein, ça. Et alors vous disiez vous-même, votre intuition, vous la sentez plutôt donc, dans le ventre, c'est ça? Oui, Et donc oui. l'intuition viendrait plutôt dans le corps. Ça, c'est vrai que c'est aussi contre-intuitif. Oui, ça on le sait, ça se manifeste dans le corps. Par contre, on ne D'accord. sait pas comment ça vient à nous. Il y a eu plein de recherches et là, par contre, on n'a jamais réussi à montrer. On pensait que Mmh. c'était des ondes, électromagnétiques, donc on a mis, le fameux artiste Inigo Swan dans un sous-marin, on a calculé la profondeur de plongée pour que les ondes ne passent quasiment plus, sauf qu'il arrivait toujours à intuiter aussi bien. Donc ce ne sont pas des ondes, mais on sait pas comment ça marche, Et quoi. ça se travaille l'intuition? Oui, d'abord, il faut y croire, parce qu'évidemment, si vous êtes ultra cartésien et que vous vous dites: «Tout ça, c'est des foutaises», bah, évidemment, vous allez vous couper de Mmh. vos intuitions. Donc, de toute façon, il suffit de lire quelques publications scientifiques sur la question pour savoir que ça existe. Et ensuite, la pratique permet en effet de faciliter l'accès à l'intuition. Parce qu'on a tous de l'intuition, mais l'accès est plus ou moins facile. Il est par exemple naturellement plus facile pour les enfants que pour nous qui avons fréquenté un peu trop longtemps les bancs de l'école, quoi. Mmh. Où on a surdéveloppé nos capacités cérébrales, mais on a délaissé le reste. C'est quelque chose qui existe dans le règne animal, vous savez, l'intuition? Oui, tout à fait. Si vous pensez au 26 décembre 2004, quand ce terrible tsunami a ravagé les côtes, d'une partie de l'Asie, on a trouvé des dizaines de milliers de cadavres humains sur les plages, pas un seul cadavre animal. Tous les animaux, même le plus petit des lapins, étaient partis au loin plusieurs heures avant l'arrivée du tsunami. Mmh.
un autre thème que je voulais aborder avec vous, c'est la connaissance de soi. Alors, on en a parlé un petit peu, hein, au début de cette interview, mais j'ai aussi l'impression que c'est un peu comme, un lien commun quand même dans tous vos écrits et puis même votre carrière au final. Hem, alors, je vais poser une question qui paraît stupide, mais je pense qu'elle ne l'est pas, enfin j'espère, vous allez me dire. Hem, Pourquoi est-ce que c'est si important d'apprendre à se connaître? Et est-ce qu'en pratique, ça l'est dans la vie de tous les jours? Et c'est pas du tout une question stupide, c'est au contraire une question tellement profonde qu'il est même difficile d'y répondre, je dirais. Alors, c'est essentiel de se connaître et c'est pas moi qui l'ai inventé puisque comme vous le savez, au fronton du temple, d'Apollon à Delphes, les sages de la Grèce antique avaient gravé, il y a 2 500 ans quand même, «Connais-toi Mmh. toi-même». Et c'est la clé de tout parce qu'en fait, si l'on ne se connaît pas, je pense que c'est difficile d'avancer dans la vie et d'être à sa place, quoi. C'est difficile et au-delà de ça, en fait, je pense que tout dépend de la vision de la vie que vous avez, quoi. C'est-à-dire si votre vision de la vie, est purement matérialiste au sens, philosophique du terme, c'est-à-dire si vous pensez que votre corps n'est qu'un amas d'atomes, assemblés en molécules qui forment, vos organes et que, ben, à votre mort, tout ça disparaît puis il y a plus rien, ben, finalement, ça veut dire que la vie est dénuée de sens et c'est peut-être le cas d'ailleurs, on ne sait pas, hein. Certains philosophes le défendent. Et bien à ce moment-là, votre vie, le sens de votre vie, ça va être de profiter de l'instant, de profiter des plaisirs. Donc en général, ça va vous pousser, à des activités qui sont essentiellement centrées sur l'économique pour pouvoir gagner de l'argent et consommer des Mmh mh. plaisirs, quoi. Mais il y a pas de mal à ça d'ailleurs. C'est une vision de la vie ça. Maintenant si vous dites que peut-être qu'il y a quelque chose, d'accord? Même si on n'appelle pas ça Dieu, même si on ne sait pas ce que c'est, quoi. Il y a quelque chose et peut-être notamment que votre conscience n'est pas enfermée dans votre boîte crânienne. Ce que l'on tend à penser justement quand on pratique l'intuition, puisque quand on pratique l'intuition, on peut capter des informations sur un lieu ou un événement situé exactement à l'autre bout de la planète. Donc manifestement, la conscience se déplace, enfin à moins que l'information vienne à nous, on ne sait pas, hein, je vous l'ai dit. Mais peut-être donc que la conscience n'est pas enfermée dans la boîte crânienne. Je pense aussi aux EMI, hein, bien sûr, expérience de mort imminente, ces personnes qui frôlent la mort suite à un accident ou une maladie grave, qui reviennent à la conscience, et qui sont capables en effet de vous dire, bah, exactement comme en intuition, ce qui se passait dans la pièce à côté. Vous avez des aveugles de naissance, par exemple, qui, s'ils reviennent à la vie, hein, à la conscience, après avoir vécu une EMI, bah, ils sont toujours aveugles. Oui, mais ils ne l'étaient pas pendant le coma. Et ils vous disent: «J'ai vu mon corps pour la première fois de ma vie». Ils sont capables de décrire tout le personnel soignant, ils sont capables de Ouais. décrire la pièce à côté, enfin donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent nous faire penser que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau Mmh. et si c'est le cas, mais vraiment je prends le conditionnel parce qu'on n'en sait rien, mais si c'est le cas, à ce moment-là, peut-être qu'elle s'incarne en effet. Elle s'incarne dans un corps et la question à ce moment-là est, ben, à quoi ça sert? Si, la conscience s'incarne dans le corps et donc perdure au-delà de la mort, pourquoi est-ce qu'elle s'incarne? Et peut-être qu'à ce moment-là, la conscience, ne serait qu'un esprit pur et en tant qu'esprit pur, elle aurait besoin de son opposé, à savoir la matière, pour se connaître. D'où le besoin d'un corps, le besoin de s'incarner et à ce moment-là, notre corps, il permet quoi? Notre corps, il nous permet de faire des choses, d'où le besoin de réaliser, en effet, un certain nombre de choses, des projets, comme vous, chef d'entreprise, quoi et en réalisant des choses, qu'est-ce qui se passe? On se réalise. L'être humain a besoin de réaliser pour se réaliser. Mais se réaliser, c'est se connaître, justement. D'où la connaissance de soi. Et concrètement, pour des personnes qui nous écoutent, qui se disent, «Moi aussi j'ai envie d'apprendre à me connaître, mais c'est pas facile Laurent, de se connaître». C'est écrit quand même, par Platon sur le enfin c'est pas lui qui l'a écrit, mais il le retranscrit en tout cas dans ses écrits. Alors, est-ce que vous auriez des exercices peut-être sans être, voilà trop méthodique, mais juste des conseils à donner à des personnes qui se sentent un peu perdues? Qui se disent: «Mais finalement, je me rends compte que je me connais pas très bien». Ce qui veut dire déjà qu'ils ont une petite connaissance d'eux, vous allez me dire. Mais Tout à fait. voilà, mais en gros, quelqu'un qui se dit: «J'aimerais aller plus loin, j'aimerais approfondir». Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Alors déjà, de toute façon, à partir du moment où il y a ce désir, ça veut dire que la personne est sur le chemin, donc c'est bien parti. En effet, après il y a plein de choses, il y a des lectures, il y a beaucoup de livres, notamment dans la psychologie, dans le développement personnel qui permettent de se connaître, bon, dans le monde de l'entreprise, on sait qu'on utilise parfois des tests de personnalité. Alors souvent, c'est à vocation, professionnelle, mais ça peut être aussi un moyen quand même d'avoir quelques pistes. Mais ce sera plus pour connaître sa personnalité que pour savoir Mmh. qui on est. Mais en même temps, la connaissance de la personnalité, elle est importante parce que beaucoup de gens s'identifient à leur personnalité,
Nous ne sommes pas notre personnalité. En fait, la personnalité sert un peu d'interface entre nous et le monde, mais connaître notre personnalité nous permet d'évoluer aussi dans la vie. Donc c'est utile. Alors pour ça, en effet, il y a un certain nombre de tests, qui sont connus comme le MBTI. Il y a des modèles de personnalité, très très profonds comme l'énéagramme, par exemple, qui sont beaucoup plus complexes à manier d'ailleurs, difficiles, mais qui permettent, une compréhension en profondeur de la personnalité, quoi. Voilà, après il y a aussi un travail qu'on peut entreprendre avec un thérapeute, avec certains coachs personnels, enfin, il y a plein de choses, hein, qu'on peut faire pour apprendre à se connaître, et c'est une fois de plus nécessaire. Je pense que plus on s'y prend tôt dans la vie, mieux c'est. Sachant que sinon, une fois de plus, la vie se chargera de nous de conduire à nous connaître, notamment par les échecs qu'on peut vivre, comme je l'évoquais tout à l'heure, quoi. Les échecs nous poussent à la connaissance de soi. J'ai presque l'impression que tout est lié et que la connaissance de soi nous permet d'être plus libres, enfin qu'il y a une espèce de cercle un peu vertueux entre les 2. Vous avez parfaitement raison, c'est une bonne intuition peut-être. Très certainement. Oui, oui, mais pourquoi la connaissance de soi nous permet d'être plus libre? Précisément, c'est en lien avec la personnalité. Alors j'ai pas parlé beaucoup de la personnalité, je sais pas si je dispose d'un peu plus de temps pour Bah, vous pour avez tout le pour en temps que vous voulez, c'est parler? vous qui êtes OK. pressé, mais moi non. Je suis OK. ravie de vous écouter. Bah, en fait, au cœur de notre personnalité, il y a une problématique. D'accord? Moi, par exemple, j'ai une problématique de peur au sein de ma personnalité. Pour d'autres, ce sera une problématique de colère. Pour d'autres, ce sera une problématique d'image. Ce sont des gens qui seront très sensibles au regard des autres. Juste pour que je comprenne, Laurent, ça veut dire qu'on a chacun comme un trait de caractère ou un trait de personnalité, donc je n'utilise peut-être pas les mots corrects, mais qui est prévalent, c'est ça chez nous par rapport à d'autres personnes et qui un Oui, peu instruit finalement notre oui, personnalité? oui, tout à D'accord, fait, et qui est inné. Enfin, il y a longtemps eu d'accord, un débat entre les innéistes et les acquéristes. OK. Il y a des choses qui sont acquises, hein, c'est certain, au cours de notre vie, en fonction de ce que nous disent nos parents, en fonction de notre vécu, de nos réussites, de nos échecs, on en tire des conclusions qui deviennent des convictions et donc des croyances. OK. Mais au-delà de ça, on est avec un bagage. Enfin, je sais pas si vous avez des enfants, mais tous les gens qui ont au moins 2 enfants, le savent. Moi, quand ma seconde fille est venue au monde, dans les premières secondes, on voyait sa personnalité, on voyait que surtout qu'elle n'avait rien à voir avec la personnalité de sa sœur aînée, quoi. Oui. Ça se voit, mais comme ça, quoi. Donc la personnalité est innée, et on la garde toute notre vie. Mais la personnalité sert d'interface, ça nous permet de nous adapter au monde. C'est une sorte de modèle du monde. Donc moi, j'avais un modèle du monde plutôt négatif, je dis entre guillemets, c'est coûteux pour moi de le dire, mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis venu au monde et très rapidement se sont manifestés en moi beaucoup de peurs. J'avais peur des autres déjà, j'avais peur d'à peu près tout, en fait. Je vais pas vous faire la liste. Et ça m'apportait quoi, en fait, d'avoir ces peurs et ce modèle du monde? Bah, ça m'apportait de développer des stratégies pour m'adapter au monde. Mmh. Vous voyez? Parce que quand vous avez peur, par exemple, que vous voyez des dangers partout, bah, vous allez développer des stratégies pour vous mettre à l'abri, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, ça a fonctionné. Quelqu'un qui est dans une problématique de colère, et pareil, il va développer des stratégies par rapport à ça. Quelqu'un qui est dans une problématique d'image, il va développer des compétences, qui sont intéressantes d'ailleurs pour avoir une bonne image, en effet, pour donner une bonne image aux autres. Ça va lui donner un certain talent dans la vie. Enfin, vous voyez, ça, c'est ce que nous offre notre personnalité. La seule chose, c'est qu'une fois qu'elle nous a permis de nous adapter au monde et d'être, voilà, à peu près bien dans nos baskets une fois à l'âge adulte, bah, c'est intéressant, paradoxalement, de s'en libérer, en fait. De réaliser que notre personnalité n'est qu'une interface, et ça fonctionne un petit peu comme une paire de lunettes à verre déformant, quoi. Et qu'à un moment donné, on peut avoir envie de voir la vérité, quoi, et la réalité, et pas juste le fruit de nos croyances issues de notre personnalité. Et donc, on retire notre paire de lunettes, et c'est ça la connaissance de soi, c'est retirer notre paire de lunettes et regarder à quoi elle ressemble et Mmh. en quoi elle nous fait voir le monde d'une manière biaisée. Parce qu'on a des croyances sur nous, on a des croyances sur les autres, on a des croyances sur nos relations aux autres, on a des croyances sur à peu près tout dans la vie, et c'est intéressant de se libérer de ces croyances pour être au plus près de la vérité, de la réalité, quoi. Alors je vais vous poser une question un peu personnelle et vous pouvez tout à fait m'envoyer sur les roses si vous ne voulez pas y répondre. Mais est-ce qu'il y a une croyance que vous auriez eue sur vous-même ou sur la vie ou sur le monde dont vous vous êtes libéré, Ah bah que oui, vous pourriez, bah, nous décrire et nous expliquer? oui, alors un certain nombre, mais notamment la croyance noyau qui était: «Le monde est dangereux», quoi. Le Et monde est le dangereux, ça monde est c'était la dangereux, croyance. c'était vraiment une croyance pour moi, ouais. Et vous avez la certitude que ça n'était pas culturel? Ça n'était Ah pas oui, non, quelque chose non, qui venait de votre famille ma ou? sœur n'avait pas la même croyance, par exemple, ma mère non plus, et mon père, je pense pas non plus, Mmh. non, non,
Mais donc il a fallu que je fasse un gros travail de connaissance de soi, un travail sur moi, un travail même thérapeutique pour apprendre à me libérer de mes peurs. Moi, par exemple, quand j'ai compris une fois jeune adulte que ma vie allait être une petite vie si je travaillais pas sur moi. Parce que ma stratégie, moi, pour me mettre à l'abri dans ce monde qui me semblait dangereux, c'était de me planquer finalement. Donc j'évitais soigneusement tout ce qui me semblait dangereux. Donc j'évitais les relations aux autres. C'est aussi pour ça que j'ai choisi une orientation d'études financières et économiques, parce que je me disais, bon, moi je serai avec un ordinateur, des listings, des chiffres à analyser, mais je vais à personne. Ce qui n'était pas tout à fait exact d'ailleurs, mais, Mmh. mais, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai appris à aller vers les autres, puisque les autres me faisaient peur. Donc j'ai pris des cours de théâtre, par exemple, pour être mieux dans mes baskets. J'avais peur du vide, j'ai fait du parapente. Enfin, donc j'ai eu une attitude un peu contrephobique. Bah, Je suis allé vers ce qui me faisait peur oui, pour c'est me ça, vous libérer. aviez quand même une sacrée, enfin, du courage déjà et puis quand même une sacrée volonté de vouloir aller contre ses peurs. Oui, mais à l'origine, c'était la souffrance, hein. C'est la Mmh. souffrance qui m'a poussé à ça. C'est parce que, j'étais pas heureux et j'ai vite compris que j'allais avoir une petite vie à me planquer de tout, quoi. Je peux C'est me permettre de vous demander, Oui, cette idée de petite vie, elle est terrible, oui. mais en même temps, c'est ça qui a fait, je pense, en réalité, là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Un moment où vous vous êtes dit, cette phrase: «Je vais avoir une petite vie si je change pas»? Je sais pas s'il y a eu un moment précis. Je sais que j'étais très troublé par la lecture d'un poète roumain qui s'appelle Mihail Eminescu. Et je me souviens d'une phrase notamment, qu'il avait écrite, c'est: «La vie est un bien perdu pour celui qui ne l'a pas vécu comme il l'aurait voulu». J'ai lu ça très jeune et ça m'a vraiment fait réfléchir. Heu et par la suite, mais vraiment vraiment par la suite, là, pour le coup, j'ai lu Victor Hugo qui disait, «Ce n'est rien de mourir, mais c'est affreux de ne pas vivre». Mmh. Voilà, c'est le genre de pensées qui m'ont fait cogiter, qui m'ont poussé à l'action quelque part. Pour, arriver au bout de cette conversation, on va continuer sur des thèmes, un peu, philosophiques ou personnels, en tout cas si vous l'acceptez, avec, des questions que je pose à chaque fois. Mmh mh. La première, c'est est-ce que vous auriez vécu, vous nous en avez un peu parlé, mais peut-être un autre exemple, un grand échec, ou une période de doute particulière ou de difficulté particulière? Et au-delà de cette période, qu'est-ce que vous en avez appris? Qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement? Bah, vous l'avez dit, hein, j'en ai parlé sur mes échecs professionnels connus entre 23 et 28 ans, quoi, qui ont été vraiment durs à vivre et qui se sont avérés être un grand cadeau dans la vie, comme souvent, je crois, la plupart des coups durs, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, quand il m'arrive quelque chose de désagréable, quel que soit le domaine, je reste assez calme. Pourtant, je suis quelqu'un de plutôt émotif, mais je reste assez calme en me disant: «OK, là, c'est pas drôle, j'ai envie de l'étiqueter coup dur, mais peut-être que ce serait une bonne chose et Mmh. je le saurai peut-être seulement dans 5 ou 10 ans», quoi. À Mmh, force de s'en prendre dans la tête, oui, vous oui. commencez à Oui, et je crois que c'est vrai ouais. pour tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une relation apaisée à l'échec. Vous voyez, il y a Mmh. quelque temps, j'ai passé 7 ou 8 mois à travailler sur un projet de livre avant de réaliser que l'histoire que j'avais imaginée, en fait, fonctionnait pas si bien que ça et que ça allait faire un roman assez moyen. J'ai tout pris, j'ai mis 8 mois de travail à temps complet, hein, à la poubelle et je vous garantis que j'étais totalement zen par rapport à ça, hein. Parce que je sais pas, peut-être qu'en fait, j'en ferai quelque chose un jour, je ressortirai ça de la Mmh. poubelle de mon Mac, et voilà, la vie est ainsi, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de refaire si vous pouviez refaire n'importe quoi? Quelque chose que vous auriez envie de refaire dans votre vie personnelle ou professionnelle? Eh bien, tout et rien. Tout parce que j'ai tellement appris du haut de mes 57 ans par rapport à lorsque j'étais un gamin ou même jeune adulte, qu'évidemment je m'y prendrais pas du tout de la même manière pour faire tout ce que j'avais à faire, donc je ferais tout différemment. Et rien parce que justement avec le recul aujourd'hui, je me dis: «Mais Mmh. c'est bien en fait d'avoir fait toutes ces erreurs, y compris les erreurs de chemin, parce que c'est ça qui a fait la richesse de ma vie par la suite, quoi». D'où l'intérêt une fois de plus d'accueillir l'incertitude et d'accueillir aussi les erreurs Mmh. qui peuvent être les nôtres et les échecs que l'on peut rencontrer sur son parcours. Qu'est-ce que vous trouvez beau, Laurent, au sens, littéral ou métaphorique? Beaucoup de choses, l'être humain, la nature, puis après il y a des qualités particulières que je trouve belles comme, l'humilité par exemple. Est-ce qu'il y a à l'inverse quelque chose qui vous irrite quand vous l'observez? Ça peut être des comportements d'ailleurs, hein, ou quelque chose qui vous irrite profondément, que vous n'aimez pas voir, que vous trouvez laid? La mauvaise foi. La La mauvaise foi. mauvaise foi m'irrite. Mmh, je comprends. Mmh mh. Est-ce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur particulièrement?
Oh, il y en a beaucoup, déjà le bonheur des gens, c'est quelque chose qui me tient à cœur, pour des raisons notamment personnelles et familiales. Ça c'est devenu à un moment donné insupportable pour moi de voir des gens malheureux et surtout s'ils avaient de par, leur situation, leur capacité, le moyen d'être heureux. C'est Mmh. devenu vraiment insupportable pour moi et ça fait partie aussi des raisons qui m'ont poussé à prendre la plume pour écrire L'homme qui voulait être heureux il y a 15 ans. Une maxime, une citation, vous nous en avez déjà partagé, que vous trouvez belle, qui vous porte, qui vous ont peut-être, fait réfléchir, fait changer d'avis sur quelque chose? J'ai envie en effet de reprendre celle que je Mmh. viens de citer de Victor Hugo, voilà. Ce n'est rien de mourir, mais c'est affreux de ne pas vivre. Alors celle-ci, je l'aime bien, vous allez voir. Est-ce que vous avez une opinion ou une croyance qui est controversée? Quand je dis controversée, c'est pas Oui, 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 forcément, terrible, hein, mais et globalement, vous constatez qu'elle n'est pas partagée par tout le monde? oh bah, oui, mon sentiment que l'âme existe indépendamment du corps et s'incarne. C'est pas du tout dans la culture occidentale, hein, mais donc c'est controversé. Donc vous croyez, par exemple, à la réincarnation? Oui, oui, alors c'est un oui timide, hein, vous l'entendez, Oui, quoi. oui. C'est pas une religion pour moi, hein. Ce Ouais, sont les religions qui vous disent: «Voilà, il y a une vérité, c'est comme ça». Moi, j'en sais rien. La vérité, c'est que j'en sais rien. Mais je votre pense et je intuition. crois quand même assez profondément en moi que oui, oui, l'âme existe indépendamment du corps. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez déjà changé d'avis, qui vous vient à l'esprit? Ça peut être récemment ou même il y a des années. Mais oui, parce qu'en fait, j'apprends tous les jours, et donc je suis conduit à changer d'avis, et j'aime bien, c'est peut-être aussi pour ça que la mauvaise foi mérite, parce que moi Mmh. j'aime confronter les idées et bizarrement, en fait, j'aime quand on me montre que j'ai tort sur quelque chose, parce que ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre, oui, Mmh. et je vous l'ai dit, j'aime apprendre, en fait. Donc oui, j'ai changé de sujet, changé d'avis sur bien des sujets, quoi. Il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? C'est pas facile, hein, mais Un en particulier, j'en ai pas qui me traverse l'esprit comme ça, hein, mais pas de problème, vous inquiétez pas. 2 dernières questions pour vous. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont impacté, marqué, peut-être même transformé? Alors bien sûr, il y a les livres qu'on écrit, ça c'est une certitude, mmh, et je vous poserai quand même la question sur les livres que vous avez écrits, lequel mmh, vous a le plus vous-même transformé ou mmh, impacté, même si j'ai compris qu'ils ne sont pas thérapeutiques? mmh. Donc je dédouble ma question, vous voyez, je OK, pars dans tous les sens. OK, Et la deuxième, ça sera un livre d'un autre auteur, qui vous a, vous, particulièrement marqué. OK. Bah, je vais commencer par les autres auteurs quand même. Et bien moi les livres qui m'ont marqué alors, bah, pêle-mêle, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Shogun que j'ai lu il y a Shogun. une vingtaine d'années. C'est l'histoire d'occidentaux qui débarquent, si je me trompe pas, dans le Japon du XVIIe siècle, le Japon des samouraïs, et en fait, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que le héros, ne me demandez pas son nom, j'ai oublié, mais le héros avait une personnalité qui était à l'opposé de la mienne. Donc j'ai lu ça à jeune adulte, à une époque où j'étais encore pétri de peur, et le héros était quelqu'un, au contraire, d'extrêmement, courageux, donc il manifestait des qualités, qui n'étaient pas les miennes, manifestement, et Vous êtes auxquelles un peu trop humble à j'aspirais. mon avis. Pardon? Vous êtes un peu trop humble parce qu'au final, le courage n'exclut pas la peur en plus. Oui, certes, mais bon, j'étais quand même beaucoup plus dans la OK. peur que dans le courage, quoi. Donc voilà, Shogun, qu'est-ce qui m'a marqué? Ah sinon, dans un tout autre style, Marguerite Yourcenar avec les Mémoires d'Adrien. Mmh. Ça m'a vraiment nourri, quoi. Elle écrit ce roman à la 1re personne, donc elle se met à la place de l'empereur Adrien à la fin de sa vie, et elle raconte c'est une forme de roman épistolaire, je crois que de mémoire, Adrien écrit à son amant, quoi. Il lui raconte sa vie, en fait, et donc il y a plein de considérations, très belles, philosophiques sur la vie, sur la direction des hommes, Mmh mh. Un livre magnifique. oui, un livre Mmh, magnifique, mmh, mmh. vraiment. Ah mais Shogun, Mais écoutez, il y je en vais a plein creuser, je le d'autres, connaissais pas. oui. Mais voilà, ça me donne envie d'aller explorer. Sinon, il y a Dostoïevski aussi, m'a fasciné, quand même Crime si et c'est châtiment. parfois, voilà, Crime et Châtiment, c'est parfois un peu sombre, mais Mmh. mais c'est le plus psychologue, Ah ouais. des romanciers, enfin, c'est hallucinant, quoi. Ça vaut la peine. Ça vaut Oui, la peine et puis l'écriture est absolument incroyable aussi. c'est Mmh. sublime, ouais, Non, ça me j'adore. donne envie. Ouais. Bah, c'est parfait pour l'été d'ailleurs, ce type de roman, parce qu'en plus, il fait à peu près 2000 pages, je pense, donc il faut avoir le temps. Et concernant votre, propre, œuvre, enfin, est-ce qu'il y a un livre dont l'écriture, a été, pour vous vraiment, alors thérapeutique, c'est peut-être pas le terme, mais il y en a un, vraiment je parle plus au niveau émotionnel si vous voulez. Est-ce qu'il y en a un qui Mmh. vous a apporté vraiment quelque chose? Peut-être, une réflexion?
Alors, il y en a un, pour lequel le travail de recherche m'a apporté et c'est «Et tu trouveras le trésor qui dort en toi». En fait, c'est le plus spirituel de mes livres parce qu'il est parti d'une intuition, en fait. Un jour, j'ai eu l'intuition que toutes les religions, même si elles étaient très différentes les unes des autres, en tout cas dans la pratique, avaient forcément un point en commun au niveau des messages et mon intuition était que, ce message commun à toutes les religions avait trait à l'ego et à l'abandon de l'ego. Voilà, Mmh. ça m'a traversé l'esprit comme ça. Du coup, je me suis mis à faire des recherches et j'ai trouvé en effet un lien, pas entre toutes les religions, parce que j'ai pas exploré toutes les religions, mais un certain nombre d'entre elles, et j'ai trouvé un lien que j'ai trouvé assez troublant, Mmh. en fait. Y compris, je sais pas, entre les paroles de Jésus et de Lao Tse, c'est que ça quand même ce sont quand même 2 univers complètement différents. Il y a rien en commun, et j'ai trouvé des choses communes justement et ça m'a troublé, donc ça m'a passionné et j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce roman. La dernière des dernières questions, c'est, est-ce que vous avez un dernier message justement que vous aimeriez, faire passer, aux personnes qui nous écoutent, qui sont des personnes, je pense, qui aiment, bah, réfléchir aussi à leur vie, apprendre à se connaître? Peut-être un dernier conseil, peut-être, Mmh. bah, voilà, un dernier mot, de votre part? Eh bien, oui, on parlait d'intuition tout à l'heure, j'ai pas dit que le miroir, le corps était un miroir de la réalité extérieure, un miroir de la vérité. Donc un dernier conseil, ce serait, bah, d'écouter son intériorité, y compris son corps, vraiment, écouter son corps, écouter son intériorité, écouter son cœur, parce qu'en fait la vérité est à l'intérieur, quoi. Et même quand on cherche des solutions à un problème extérieur, c'est à l'intérieur qu'on trouve la réponse. C'est un beau mot de la fin. Laurent, je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas évidemment à aller, bah, alors livre, il y a maintenant 10 livres, hein, je crois, donc Oui. on est quand même gâtés. Mais, allez, découvrir les nombreux ouvrages de Laurent et donc bien évidemment le dernier en date, Un monde presque parfait. Et puis aussi à vous suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous anime, qui vous plaît plus? Je suis pas branché réseaux Non, sociaux. Moi, je gère moi-même ma page Facebook, ce qui est déjà quand très j'y bien. pense. En ce moment, j'y pense que je suis en période de promotion, donc Ouais. je vais avertir d'une séance de dédicace ou d'une conférence. Sinon, je peux être un peu absent et sinon, j'ai aussi une page Instagram et compte Twitter, mais en fait, c'est géré par mon éditeur et Et je suis ça même permet jamais d'av allé voir, en fait, pour tout vous dire. Je sais pas à quoi mais ça ressemble, permet d'avoir les infos. mais ça permet d'avoir les infos, voilà, donc c'est Bon, c'est intéressant cela. bon, je vous remercie 1000 fois Laurent. Merci beaucoup, Pauline.